Nous allons voir aujourd'hui une méthodologie de travail, ou plutôt un cadre de travail agile qui s'appelle Scrum et qui veut dire mêlée de rugby en anglais. On va le voir de façon ludique, un peu décorrélée de l'informatique pour que vous puissiez comprendre qu'il peut s'appliquer dans n'importe quel contexte à partir du moment où vous avez des humains qui travaillent ensemble pour créer de la valeur. On va parler un tout petit peu de développement logiciel pour voir l'histoire de Scrum. Tout commence par un article de 1986 dans le prestigieux journal, le Harvard Business Review, dans lequel deux chercheurs et professeurs japonais publient le résultat d'une analyse comparative de méthodes de développement de logiciels informatiques. Ils comparent la gestion de projets séquentiels, comme c'est le cas pour la NASA par exemple, avec une approche holistique, comme c'est le cas pour des compagnies comme Fuji Xerox, Canon, Honda. Ils expliquent une approche holistique en 6 phases. L'adaptation à l'incertitude, des équipes de projets auto-organisées, un chevauchement des phases de développement, multi-apprentissage, contrôle subtil et transfert organisationnel de l'apprentissage. Il pose les bases d'un développement itératif et incrémental afin de permettre aux équipes de développeurs de fonctionner en équipes autonomes, multidisciplinaires, qui vont s'améliorer grâce à des cycles itératifs. Ils appellent cela Scrum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui veut dire mêlée de rugby en anglais, et c'est les premiers à faire le lien entre une équipe de rugby et une équipe de développeurs informatiques. Cet article va influencer deux informaticiens de la Silicon Valley, Ken Schwaber et Jeff Sutherland. Ils vont concevoir ensemble un cadre de travail qu'ils vont appeler Scrum pour faire hommage à nos deux chercheurs japonais. En 2001, ils seront d'ailleurs signataires du manifeste Agile dont je vous ai déjà parlé dans un précédent cours. Le framework Scrum prend de l'ampleur dans les années 2000, utilisé par des milliers d'entreprises. Les deux fondateurs créent les compagnies qui vont aujourd'hui être les seuls organismes certificateurs, qui sont Scrum Alliance et Scrum.org. Je vous encourage à récupérer le guide Scrum sur Internet. C'est le mode d'emploi officiel du cadre méthodologique. Il est mis à jour régulièrement. Il est composé de 15 pages, très facile à lire, plus difficile à mettre en pratique. Donc voilà, on vient de voir l'histoire qui est très liée à l'informatique. On va passer maintenant au framework lui-même et rentrer dans le détail. Pour illustrer Scrum sans passer par un langage informatique compliqué, j'ai pris l'exemple d'un restaurant, car ça parle à tout le monde. Dans un restaurant, on a d'abord le client. Et que peut faire notre client? Il peut demander des conseils avant de passer sa commande, et puis il passe commande, il patiente, il mange, il consomme le produit, il paie, et ensuite, de plus en plus avec les applications, il donne une évaluation, donc un feedback. Le deuxième acteur est le serveur, qui vient avec un premier artefact, qui est la carte. Je vous parle d'artefact parce que vous retrouverez spécifiquement ce terme dans les examens pour les certifications Scrum. Le rôle du serveur, c'est de donner des conseils aux clients, de prioriser l'ordre des commandes, de s'adapter au bon déroulement du service en fonction des contraintes simultanées de la salle et de la cuisine. Il va utiliser pour cela des tickets qu'il va ensuite transmettre aux cuisines sur un support, un autre artefact, prévu à cet effet. Notre troisième acteur, évidemment, c'est l'équipe de cuisine. Elle est auto-organisée, mais elle respecte des redevabilités. Présentation, délai de la livraison des plats, fraîcheur des produits, correspondance avec la commande, etc. Et l'équipe de cuisine, elle aussi s'adapte au bon déroulement du service en fonction des contraintes de la salle et de la cuisine. Un quatrième acteur est celui qu'on leur appelle dans le framework, dans le cadre de travail, le leader d'équipe ou le Scrum Master. Et on peut imaginer facilement, dans notre exemple, qu'on l'appellera chef de cuisine, même si le mot chef n'est pas approprié à prendre au premier degré, car il n'y a aucune autorité entre les uns et les autres. Il est ici pour accompagner l'équipe dans sa progression vers l'autonomie et l'amélioration. C'est un facilitateur. On va retrouver la notion d'itération en partant du principe qu'un service dure de 2 heures, de midi à 14 heures, dure 2 heures. Vous remarquerez que même si on a vu 4 rôles, en réalité il y en a que 2. Quand vous allez au restaurant, vous considérez l'ensemble de l'équipe qui va vous servir, qui va vous préparer votre repas, comme une entité, le restaurant. Et vous avez bien 2 rôles, le client et le fournisseur de service. Alors que se passe-t-il quand ça ne marche pas? D'abord avec notre client. Il peut se mettre dans un rôle d'exiger, de commander, d'ordonner, de ne pas tolérer, de patienter, de renvoyer les plats, de ne pas payer, et au final, de donner une évaluation négative. Puis quand ça ne marche pas du côté du serveur, ce n'est pas mieux. Pour lui, le client est compliqué, l'équipe cuisine ne comprend rien, et au final, c'est toujours lui qui prend, puisqu'il est entre l'enclume et le marteau.
Le problème peut également venir des commandes qui sont mal remplies, des produits épuisés dont on n'a pas communiqué les stocks, les plats peuvent être mal présentés, froids, livrés avec du retard, bref, personne ne se sent plus responsable de la qualité. Dans les cuisines ce n'est pas mieux, entre démotivation et travail en silo, le chef se sent incompris, entouré d'incapables. Voilà, la plupart des problèmes viennent d'une communication défaillante et d'une hiérarchie trop rigide. Donc du coup, on retrouve un manque d'engagement, de respect, de plaisir de travailler ensemble. Alors, quelle solution propose l'agilité ? La première chose que l'on va faire, c'est de supprimer la hiérarchie dans l'équipe, en partant du principe que chacun a les capacités nécessaires pour fournir la valeur au client. Attention de ne pas confondre capacité et compétence. La capacité, c'est le potentiel. Prenons l'exemple d'un restaurant 3 étoiles avec des chefs en cuisine qui sont des stars internationales. On imagine mal le serveur arriver et dire toi tu vas éplucher les pommes de terre, toi tu vas préparer la viande, toi, etc. Ils vont lui dire t'es gentil, mais on est des chefs, on est connus dans le monde entier, et voilà, t'as pas à nous dire ce que l'on doit faire. Et inversement, les chefs ne peuvent pas prétendre mieux connaître le client car le serveur il le voit tous les jours. Et il est directement en contact avec lui. Donc on va enlever toute hiérarchie, mais on va placer des redevabilités sur les artefacts. Le serveur, il doit être clair, précis et prioriser les tickets, et l'équipe de cuisine doit respecter l'artefact du porte-bon de commande, qui en réalité s'appelle le backlog du sprint. Et puis leur redevabilité, c'est également faire en sorte que le dernier artefact, qui est le plat, le produit livré, il soit chaud dans les temps, bien présenté, avec des produits frais, etc. Voilà. Pour ceux qui vont préparer la certification, familiarisez-vous bien avec les notions d'artefacts. Une fois que l'on sera d'accord sur les rôles et les redevabilités de chacun, on va mettre en place 4 cérémonies plus ou moins longues. La première, le sprint planning, ou la planification d'itération, se déroule avant de commencer à produire de la valeur. En gros, pour le restaurant, avant que les clients arrivent, on va déterminer la carte du restaurant, et puis quel est le stock, les plats du jour, etc. Juste avant, et là c'est une plus petite cérémonie, on va déterminer avec les cuisiniers la synchronisation, comment ils vont travailler ensemble. Et ça ne regarde que l'équipe en cuisine. Et ça dure, c'est une synchronisation qui dure 10-15 minutes, c'est très rapide, mais ça va leur permettre de s'engager à créer tous ensemble de la valeur et de ne pas créer des silos avec du chacun pour soi. Une troisième cérémonie, c'est le sprint review. En fait, c'est là, à ce moment-là, qu'on va aller voir le client, dans un restaurant 3 étoiles, on voit les chefs venir à la fin du repas et vous dire comment ça s'est passé, messieurs, dames. Eh bien, c'est là où on va savoir si ça a plu au client. Parce que il est essentiel de s'adapter à la réalité du marché. Parce que votre client, s'il n'est pas satisfait, il va partir. Et c'est le seul qui peut licencier tout le monde dans une entreprise. S'il ne revient pas, la boîte, elle ferme. Donc on va montrer ce qu'on a fait, on va déterminer avec lui si ça lui a plu pour l'améliorer sur la prochaine itération. Et puis, une fois que le restaurant sera vidé et que le service sera terminé, on va prévoir une dernière cérémonie qui s'appelle la rétrospective, qui concerne l'équipe au complet, serveur, le barman, les cuisines, tout le monde, pour savoir comment on s'est débrouillé. Déjà, on se félicite, on a fini le service, on a servi nos clients, et puis comment ça s'est passé et comment on pourrait s'améliorer sur le prochain service. Pour résumer, vous pouvez voir que chaque rituel et cérémonie rentre logiquement dans la boucle d'itération. Le sprint backlog va permettre de se mettre d'accord sur ce que l'on va produire avant de commencer. Les mêlées quotidiennes, daily meetings, correspondent à la synchronisation des cuisiniers entre eux avant de produire des plats. Le sprint review ou la revue d'itération, c'est le feedback, la rétroaction avec son client pour continuer de le satisfaire. La rétrospective, c'est le moment pour l'équipe de faire le bilan de l'itération, du service, et de trouver des axes d'amélioration. Je viens de vous présenter une simplification du framework Scrum. Ça ne suffit évidemment pas pour passer la certification, mais ça vous donne une idée de ce qu'est une équipe agile qui fonctionne dans un cadre précis qui s'appelle Scrum, parce qu'il existe d'autres cadres méthodologiques agiles. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Le but n'étant pas de vous faire un restaurant, mais de créer des équipes d'apprenants autonomes, auto-organisés, qui ont cette notion d'amélioration continue.